Vous êtes dans Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Ouganda. Deuxième partie de notre émission. Je suis un dictateur merveilleux, aime à répéter le président Yoweri Museveni, qui met en avant la bonne santé économique de son pays. Mais comment se porte l'Ouganda sous son règne? On en parle après ce sujet de notre rédaction de Dakar, signé Victoria Seji. Il règne en maître absolu depuis 33 ans. Yoweri Museveni, premier président démocratiquement élu de l'Ouganda, indéboulonnable. Au pouvoir depuis janvier 1986, c'est en favori qu'il remporte 5 scrutins successifs dans la première du pays en mai 1996. Ce, après 5 ans de lutte armée contre le gouvernement d'alors, traité de dictatorial. Il s'enracine donc progressivement dans l'histoire politique de l'Ouganda tout en côtoyant de grandes figures politiques africaines, en l'occurrence ceux d'Afrique de l'Est. Dès sa prise de pouvoir, Yoweri Museveni, fondateur de plusieurs mouvements dont celui de la résistance nationale, parti au pouvoir, s'engage à restaurer la paix. L'Ouganda était un pays affecté par la guerre civile à laquelle il réussit à mettre fin en 2006. Il avait promis un changement fondamental. Pour lui, ce qui était essentiel, c'est de pouvoir apporter cette paix inattendue des Ougandais depuis plusieurs années. Il y a aussi sa politique globale vis-à-vis de ses opposants et de ses anciens amis. On a bien compris, pour qu'il puisse s'installer, il fallait d'abord faire le ménage, parce que Yoweri Museveni privilégie la scène intérieure et la scène, je dirais, sous-régionale. Au fil des années, le président Yoweri Museveni aura bâti une notoriété singulière basée sur la transformation structurelle de l'économie ougandaise. À cet effet, il aura tout fait pour avoir le soutien indéfectible des institutions financières internationales, lesquelles accompagneront la mise en œuvre de réformes ambitieuses dès 1987. S'ensuit une croissance moyenne de plus de 7% dans les années 1990-2000, mais également d'autres réformes sociopolitiques, notamment celles favorisant l'entrée des femmes au Parlement, avec à ce jour plus d'un tiers de femmes députées. Si on observe une évolution économique en demi-teinte, nous ne saurions nier les avancées qu'a connues l'Ouganda. Ce qui est d'intéressant davantage, c'est la place stratégique qu'occupe désormais l'Ouganda, notamment en Afrique de l'Est, en Afrique australe. C'est déjà quelque chose d'assez important au vu de là où venait le pays. S'il a réussi à imposer sa vision auprès du peuple ougandais en véritable homme fort, c'est surtout sur le plan constitutionnel que sa gestion de la scène politique fait polémique à l'échelle internationale. Malgré les critiques, le chef de l'État ougandais reste stoïque, alors que certains de ses homologues font face à une véritable opposition et des vagues de contestation sociale. Yoweri Museveni, 74 ans, compte bien briguer un autre mandat, lui, auparavant grand défenseur de l'alternance démocratique. La réforme de la Constitution qui supprime la limite d'âge de 75 ans promulguée par le président en décembre 2017 a été attaquée par l'opposition devant la Cour suprême. Une réforme finalement validée jeudi 18 avril 2019 par la juridiction suprême et qui ouvre pour le président Yoweri Museveni la voie à un 6e mandat en 2021. Jean-Bernard Bikim, en 1986, lorsqu'il accède au pouvoir, il dit dans son discours d'investiture, l'Afrique a besoin de dirigeants qui ne s'accrochent pas au pouvoir. En 2016, quand on lui demande pourquoi il voulait briguer un 5e mandat, il répond « Comment voulez-vous? Comment pourrais-je plutôt quitter une bananeraie que j'ai plantée et qui commence à donner ses fruits ?» Il faisait allusion à la bonne santé économique de son pays. On va dire quoi? Il a le mérite, au moins, de ne pas affamer son peuple. Alors, je vais utiliser une formule que les Africains connaissent très bien. La chèvre broute là où elle est attachée. Oui. Alors, ce qui est terrible avec cet homme, il se dit, il reconnaît aujourd'hui qu'il est dictateur. Oui. Il oublie qu'il est non seulement dictateur, mais il est toujours rebelle, toujours mercenaire, et c'est le président qui neutralise systématiquement par des moyens efficaces toute opposition, et il la tue dans l'œuf, de façon physique. Ouais. Ça, il faut le dire. Ensuite, il faut arrêter de dire ça va bien en Ouganda. Non. Non, mais on dit pas. On dit pas que l'Ouganda. On dit pas que tout. L'Ouganda aujourd'hui, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? C'est dans les grands agrégats macroéconomiques, tout va bien. 7%. Oui, c'est 25% de taux d'endettement. Mais dans la réalité,
80% de la population vit avec moins $1 par jour. Non, monsieur. Le chiffre du FMI, c'est 38%. Les chiffres les plus actuels du FMI et de la Banque mondiale sont là. C'est très simple. Le FMI et la Banque mondiale sont des institutions privées. Il faudrait quand même le rappeler. Il faudrait aussi dire une chose. Ce sont des institutions privées. Ça veut dire quoi? Ben oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle du FMI, je peux le comparer à mon think tank, au cabinet d'avocat de Maître Nzamba, au cabinet d'expertise de... On n'a pas cette prétention, mais on espère y arriver. Les gestions de Bretton Woods, c'est quoi? C'est aujourd'hui des entités à dimension internationale, mais qui juridiquement sont privées. D'accord. Ça, c'est important. D'accord. Et sur l'Ouganda, je vais terminer, n'oublions pas que le consensus de Washington est rentré en Afrique par l'Ouganda. Oui. Oui, il s'en cache pas. Il s'en cache pas, mais une chose est sûre, effectivement, les voyants ne sont pas aussi rouges que dans les autres pays. En tout cas, quand on compare le niveau de vie de ce pays, nous avons 28 milliards de PIB, vous avez un taux de pauvreté de 38%, quand c'est 92% dans de nombreux pays, vous avez un taux d'endettement de 25,5%, quand certains sont à 100%, 98% de leur PIB. Ça, ce sont des choses factuelles. Les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. Je suis d'accord. Il ne faut jamais l'oublier. Je disais les chiffres, les statistiques. J'y crois quand je les ai manipulés moi-même. On est d'accord. On est d'accord avec ça. Brice Nzamba, très rapidement, au moins, il a le satisfecit des institutions internationales financières. Oui. Et on va dire quoi? On va dire que voilà quelqu'un qui, même s'il met en parenthèse les droits de l'homme, il fait des efforts, en tout cas en termes de réforme économique, pour pouvoir lutter significativement contre la pauvreté dans son pays. Oui, en fait, c'est pour expliquer un peu pourquoi il s'est dit de lui-même qu'il est un dictateur merveilleux. D'ailleurs, à défaut que les autres le disent lui, il est dit lui-même. C'est ça. Voilà, donc, mais maintenant, à mon avis, il y a deux questions qui se posent à nous. C'est-à-dire qu'on a le choix, dans le modèle de société, en tout cas c'est le défi actuel de l'Afrique, soit on opte pour une démocratisation complète de l'économie, de la société, de la vie politique, ou on opte pour des systèmes où on a des dictateurs merveilleux, entre griffes comme le dit Museveni, c'est-à-dire il veut dire dictateur éclairé, c'est-à-dire que quelqu'un son homologue dit je suis un dictateur du développement. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est rentré dans une époque où les chefs d'État africains, pour certains en fait, c'est dans des titres, en fait, s'auto-congratulent pour dire que on peut nous reprocher de ne pas respecter les droits de l'homme, de ne pas être des bons élèves en matière de démocratie. En revanche, les résultats du développement parlent pour nous. Voilà. Et ça, c'est un choix à la fois, je dirais, intellectuel et idéologique à faire. Mais il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut entrer dans un système de dictature éclairée, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un groupe de personnes autour d'une personnalité forte, décident des réformes structurelles à mener, et ce au prix de quelques libertés à sacrifier. En fait, c'est ça la réalité. Oui. Parce que les grands pays, comme on voit les grands pays comme la France, l'Allemagne, ce sont des fortes personnalités qui ont posé les bases structurelles, hors cadre de toute démocratie à l'époque. Oui. Donc quand on parle de la France, on pense à Napoléon. Napoléon était tout sauf un démocrate. Mais Napoléon a laissé des structures. Donc aujourd'hui, je pense que, comparer par exemple Museveni à Napoléon, je pense qu'il faut garder les mesures et les proportions. Je pense que le président Museveni, je ne dirais pas que tout est blanc ou tout est noir. Je pense qu'il y a un effort économique qui est fait. Il faut le reconnaître. Oui. Voilà. Et aussi, il bénéficie, comme l'a dit mon confrère Bikem, qu'il bénéficie aussi des largesses aussi du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Parce que c'est un bon élève. C'est à travers lui que ces institutions sont rentrées en Afrique. Donc, il y a ça aussi. Et après, une fois qu'on a dit tout ça, mais il faut que... Parce que le progrès économique, à mon avis, n'est pas quantifiable.
Voilà, parce que tout est relatif. Voilà, les chiffres sont relatifs, et puis la réalité que les Ougandais vivent, tout est relatif. Donc on ne peut pas comparer la vie des Ougandais à la vie, par exemple, des Congolais de Brazzaville, parce que quand tous les peuples aspirent avant tout à la liberté. Voilà, vous aviez dit, Brice, et vous, Maître Nzamba, et vous l'avez rappelé. La liberté et la dignité. Mais les deux vont de pair, cher. Vous l'avez rappelé dans la première partie de notre émission que l'homme a un parcours. Il y a une histoire derrière. Est-ce que le fait que la stabilité, parce que quand même, ne l'oublions pas, il a sorti son pays d'une guerre civile atroce qui a fait de nombreuses victimes. Et depuis 2006, ce pays s'est stabilisé. Oui, mais cher. Non, moi je ne sais pas. Mais expliquez-nous. Oui. Est-ce que ça aussi, ça a un gain politique? Oui, mes chers amis, c'est-à-dire que moi, je suis un peu fatigué avec ces chantages à la stabilité qu'on nous fait tout le temps. Parce que la preuve qu'il n'y a pas de stabilité en Ouganda, c'est que Yoweri Museveni ne peut pas aller et quitter le pouvoir sans qu'il y ait des échauffourées en Ouganda. C'est ce qu'on nous fait dire. Parce que la stabilité, c'est lorsque un chef est là et qu'il peut partir en toute liberté, que le pays reste stable. C'est ça la vraie stabilité. Oui. Parce que si le chef qui est là et qu'il dit que s'il s'en va, il y aura l'instabilité, ça veut dire que c'est lui qui va créer cette instabilité. C'est ce que ça veut dire mais la de première façon... stabilité aussi, c'est quand vous régnez et qu'il n'y ait pas d'affrontement interethnique et que vos compatriotes ne s'affrontent pas. Ah oui, mais ça c'est parce que la stabilité, il ne faut pas la voir qu'au présent. La stabilité, c'est au présent, mais c'est aussi pour le futur. C'est-à-dire que quand tous les éléments sont réunis, pour que la stabilité n'ait pas besoin de la présence physique d'un individu pour continuer à fonctionner. Oui. C'est ça la vraie stabilité. On est tout à fait d'accord. Voilà, maintenant, la stabilité qu'on nous dit tout le temps... On l'a rappelé dans le cas algérien avec voilà. le président Bouteflika, c'est lui à partir de 90. Et quand on sait ce qu'était l'Algérie avant son arrivée au pouvoir, on peut. Oui, mais ça c'est la stabilité au passé et au présent. Oui. Moi, ce qui me plairait, c'est la stabilité au futur. Oui, c'est-à-dire que c'est un critère important. C'est pour ça que la stabilité des institutions, moi je mise pour la stabilité des institutions, dans le respect des règles de l'alternance, qui est la vraie stabilité, à la volonté arbitraire d'un individu. Parce que faire dépendre la stabilité d'un pays à la volonté arbitraire d'un individu, c'est la fin de la liberté. La vérité, c'est ça. On est d'accord. On se rappelle, le président tchadien, il y a un an, disait s'il faut quitter le pouvoir pour laisser ma place à n'importe qui, pour que mon pays devienne instable, je ne partirai pas. On va dire quoi? Comment expliquer aujourd'hui effectivement que l'opposition ougandaise ne reçoive pas d'appui, ne soit pas écoutée de l'extérieur? Qu'est-ce qui fait effectivement qu'en dépit de l'appel récurrent de l'opposition à l'aide, tout le monde reste insensible à l'appel de l'opposition ougandaise? Mais parce que Museveni, on a parlé de stabilité tout à l'heure, en stabilisant son territoire intérieur, il est le plus grand déstabilisateur de la région. Il a commencé au Sud-Soudan, il l'a fait au Rwanda, il l'a fait au Burundi, il l'a fait en République démocratique. Il a fait quoi au Sud-Soudan? Il a participé à la partition du pays. Oui, d'accord. Du Soudan, vous voulez dire. Pour le compte des Israéliens et des Américains. Et il a tué systématiquement tous ses mentors. Il a combattu Nyerere, il a tué Mobutu. Non, mais n'exagérez pas, il a tué Mobutu. Par procuration. Bon, quand je dis tuer les pères, il a chassé du pouvoir. Bah oui, donc tout ce qui met sur sa main, ça montre le doigt. Et n'oubliez pas qu'il avait dit que Hitler est un chic type, mais malheureusement, il voulait conquérir le monde. Mais c'est curieux, il le fait tout en étant celui qui est l'allié d'Israël. Il tient des propos pareils au même moment. Comment il arrive à concilier ça? Je trouve ça extraordinaire. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est le fait qu'il bénéficie de cette espèce de bonhomie de la part des Américains et des Européens. On se souvient vraiment ce que disait Bill Clinton de lui, alors que ça fait des décennies qu'il est au pouvoir. Tant qu'il n'y aura pas en Ouganda, au niveau de l'opposition, quelqu'un qui aura sa formation de guerrieros, quelqu'un qui aura sa formation militaire. Ça, c'est ce que vous disiez dans la première partie. Il faut instaurer un rapport de force du fond de violence. Oui, c'est ça. Et tant qu'il n'y aura personne qui viendra avec ces rapports de force, cette personne ne sera pas soutenue et Museveni ne va pas bouger d'un iota. Oui, mais ça s'est appliqué à Mobutu. Et il faut voir que c'est le même, c'est quasiment tous les chefs qui arrivent avec une culture politique de violence, qui s'installent dans la violence et la terreur, comme on l'a souligné. En général, ce qu'ils attendent, c'est aussi un rapport de force violent pour partir. En général, c'est ça.
Donc il n'y a que deux hypothèses. Ou la rue prend ses responsabilités à travers les associations de jeunesse, d'étudiants, d'organisations de la société civile, ou alors il y aura un ambitieux au sein de l'armée, adoubé par les mêmes qui soutiennent aujourd'hui Yoweri Museveni, qui fera la différence. Mais là, c'est ce que vous dites, c'est assez illustratif. En tout cas, le cas ougandais illustre fort bien ce que vous dites. On va tirer quoi comme enseignement? Le peuple, c'est quand il arrive à saturation qu'il prend lui-même ses responsabilités. Tant qu'il ne le fait pas, on laisse faire. Il faut un catalyseur. Alors, dans le cas de l'Ouganda, il y a un élément important qu'il faudrait rappeler aux téléspectateurs. L'Ouganda, avant que Idi Amin ne décide que l'Ouganda devienne une république, ce sont des royaumes qui coexistent sur ce territoire. Oui. C'est un élément important. Et quand Idi Amin décide de passer, de casser le concordat avec les Britanniques, de jeter aux orties les accords Indiens, avec les royaumes et d'imposer par la force la République en s'autoproclamant président à vie de l'Ouganda. Il crée les conditions qui bénéficient aujourd'hui à Yoweri Museveni. Et ce qu'on ne sait pas derrière, c'est que tous ces rois qui ont ces royaumes qui formaient ce territoire ont développé au sein de chaque territoire qui correspondait à une région, des forces, des milices qui sont des forces parallèles qui sont aujourd'hui des relais parce que en fait Museveni paye la stabilité de son pouvoir et la paix sociale. La paix sociale. Et il y a un élément très important, c'est qu'aujourd'hui la question de fond qui se pose à Museveni, c'est comment faire face à la grande majorité de la population. Aujourd'hui, l'âge moyen en Ouganda et en RDC est de 16 ans. Oui. Effectivement, vous avez raison, hein, une population très jeune. Alors comment envisager l'avenir politique de cette jeunesse, effectivement, qui se reconnaît aujourd'hui en Bobi Wine, Exactement. Avec son béret rouge. Eh bien, on n'a pas la première coup de pause. À tout de suite.